Connaissez-vous le grog? J'aurais jamais cru que j'étais à 1,2 grammes. Merci, la prévention ivresse. Vous savez, la boisson où l'on mélange du rhum, de l'eau et plein d'autres ingrédients. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Et savez-vous qui l'a inventé? Alors, si vous avez froid ou vous sentez le rhume arriver, prenez un bon verre de rhum. On part au 18e siècle. Oui, on n'a plus de rhum. Pourquoi on n'a plus de rhum? Nous débarquons au début du XVIIIe siècle. Et pour les historiens, ce siècle commence avec la mort de Louis XIV en 1715 et se termine avec la chute de Napoléon Ier en 1815. Nous sommes donc en plein siècle des Lumières, un siècle de mouvements philosophiques, littéraires et culturels bourgeois. L'idée est de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et la superstition de l'Église. D'ailleurs, cette période s'arrête en même temps que notre Corse Ier. Vous savez, Napoléon. Un peu moins glorieux, le XVIIIe siècle voit l'apogée de l'esclavagisme, avec la traite négrière. En gros, c'est la déportation des esclaves entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Imaginez-vous, un captif de l'actuel Ghana, ou futur esclave, valait environ 45 livres en 1724, soit environ 390 €. Mais un esclave de la Gambie ne valait que 12 livres, soit 115 €. Une sacrée affaire. Pour parler un peu de chiffres, ce n'est pas moins de 7 millions d'esclaves qui ont été déportés aux États-Unis pendant ce siècle. Ce n'est pas un moment glorieux, donc on va éviter de s'en vanter aujourd'hui. Mais le XVIIIe siècle, c'est aussi le Marquis de Sade, Johann Wolfgang von Goethe, Casanova, mais aussi Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ou encore Monsieur Isaac Newton. Bon, je vais pas citer tout le monde, vous pouvez regarder les sources en bas de la page, il y a plein de monde comme Vivaldi. Et pour finir, concernant le XVIIIe siècle, c'est la Révolution française, la guerre d'indépendance aux États-Unis, mais aussi une micro-période glaciaire avec 16 hivers très durs. Pour info, la glace dans des lacs du Morvan faisait plus d'1 mètre d'épais. Vous l'aurez compris, le climat politique comme la météo, il fait froid. Et quoi de mieux qu'un bon grog? Mais qui a inventé le grog? Avant de parler de ce personnage, pourquoi on se fait un bon grog? Je vous mets la situation. Vous êtes dans votre lit, vous toussez, vous n'êtes pas en forme. Et là, vous vous dites, si je me fais un bon grog, de l'alcool et de l'eau chaude, un peu de citron, et c'est reparti mon kiki, on pète la forme. Eh ben, c'est faux. Ici, on va parler de l'amiral anglais Edward Vernon, appartenant à la Royal Navy. Il a un beau palmarès à son tableau. Il participe à la bataille de Malaga en 1704, à la prise de Barcelone en 1705, et même il devient commodore de Port-Royal en 1720. Il a peut-être rencontré Jack Sparrow. C'est aussi un amiral connu aux États-Unis pour avoir pris, le 21 novembre 1739, la forteresse de Portobello au Panama. Et pour ce fait d'armes, il fut promu commandant en chef de la flotte des Indes orientales. Rien que ça. Malheureusement, toute chose a une fin. À partir de 1741, il enchaîne échec sur échec. Et son sale caractère fait que la marine l'oblige à prendre sa retraite en 1746. Bon, il avait quand même 62 ans. D'ailleurs, ce cher capitaine, très proche de ses marins, voulait faire diminuer la consommation de rhum à ces derniers. Et en 1740, il eut l'idée géniale de couper cet alcool avec de l'eau chaude. La recette est très simple. 1/4 de rhum pour 1 litre d'eau. Cette boisson était enfin née. Bon, elle ne porte pas encore de nom. D'ailleurs, on y ajoute par la suite du citron pour lutter contre le scorbut. Mais d'où vient le nom de grog? Eh bien, le capitaine portait ce surnom, le vieux grog, qui vient du mot anglais grogram, un tissu grossier dit à gros grains. Et c'était le vêtement préféré que portait ce cher capitaine. Alors ces matelots l'ont appelé comme ça, le vieux grog, et ce nom est resté sur la boisson. D'ailleurs, cette dernière ont été vite répandue dans le monde de la marine. Par exemple, le capitaine William Clark avait écrit dans son journal, lors de sa remontée du Missouri, entre 1804 et 1807, « Nous avons retrouvé l'équipe en grande confusion. Certains ont même péri. Je les ai réconfortés avec un peu de grog. »
Notons d'ailleurs que le mot grog rentre dans le dictionnaire de l'Académie française en 1835. Mais ce que l'on retient de cette histoire, c'est que le grog était utilisé surtout pour être moins bourré, mais pas du tout pour se soigner. Mais comment en est-on arrivé à cette idée-là? Eh bien, j'ai pas trouvé d'explication. Sûrement le fait que boire de l'eau chaude a dû aider à lutter contre certains rhumes ou encore le citron avec le scorbut. Il n'y a pas d'autre explication avec mes recherches. Par contre, je vais casser un mythe, mais non, le grog ne soigne rien. Enfin, c'est une idée reçue, une légende urbaine. Il n'y a jamais eu de preuve de son efficacité. Et avant qu'on crée au scandale, je parle bien ici du mélange alcool-eau chaude. La seule chose que ça peut provoquer, si vous en buvez beaucoup, est un souci avec votre foie à cause de l'alcool. Mais pourquoi le grog a autant de succès? Eh bien, consommer de l'eau chaude, et je dis bien de l'eau, aide à stimuler le mécanisme de la transpiration et donc à éliminer les toxines. De plus, boire chaud réchauffe le corps et limite la sensation de frisson. Enfin, c'est ce que l'on rajoute dedans qui peut aider à aller mieux, comme le miel pour ses propriétés adoucissantes, antibactériennes et anti-inflammatoires, la cannelle et les clous de girofle pour leurs vertus antioxydants, antibactériens et anti-inflammatoires. Sans compter que la cannelle stimule notre système immunitaire et les clous de girofle sont des antidouleurs. Si on rajoute le citron pour la vitamine C, pour la détoxification, ou encore le gingembre pour ses vertus antioxydants, vous avez la recette du grog parfait et le tout sans alcool qui n'apporte rien. Le grog ne vous soignera pas, mais il aidera à lutter contre les petites maladies bénignes comme le rhume, la sinusite, la grippe, la fatigue ou encore l'angine. C'est une aide, pas un soin. Mais si les symptômes persistent, je vous invite à aller voir votre médecin. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire une partie recette, mais je vais vous donner mon grog ultime. Celui qui va vous remettre sur pied, surtout si vous traînez un mauvais rhume. Vous avez de quoi noter? Alors, pour ce faire, vous avez besoin de feuilles de menthe, de thym et de lierre terrestre. Petite pause, il ne faut pas confondre le lierre qui pousse sur vos murs, idéal d'ailleurs pour faire de la lessive, du lierre terrestre, qui sont bien deux plantes différentes. Cette dernière a des feuilles en forme de cœur ou cordiforme, avec des crénelures arrondies. Au printemps, elle fait des fleurs violettes ultra odorantes. Cette plante n'est pas très connue, sauf dans le secteur des plantes médicinales. Et c'est un trésor. Elle contient beaucoup de vitamine C, d'eucalyptol, des acides oléanoliques et plein de bonnes choses. Elle est top pour vous aider lors d'un mauvais rhume. Bon, elle fait aussi d'autres choses, mais c'est pas le thème de la vidéo. Je vous invite à regarder dans votre jardin, en général, il y en a plein. On recommence, il faut de la menthe, du thym et du lierre terrestre. Maintenant, vous rajoutez quelques gouttes de citron et du bon miel. D'ailleurs, je vous conseille le miel de lavande ou le miel de thym, pour aussi gagner les vertus de ces plantes. Ce petit grog sera parfait pour lutter contre le froid de l'hiver. Si vous souhaitez d'autres recettes, lâchez-moi un com. Vous l'aurez compris, une boisson conçue à la base pour qu'il y ait moins de poivreau sur un bateau finit comme une recette incontournable de l'hiver. On dit merci qui? Merci Monsieur Vermont. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Il est temps que je vous quitte. Je vous fais des bises, les histoculino curieux.